Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai la chance de recevoir Xavier Lapeyroux et Jean-Baptiste Defroment. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Alors, Frédéric. c'est un plateau un peu particulier puisque vos livres, donc le livre de Xavier Lapeyroux s'appelle Dans les oiseaux, il est sorti chez Anne Carrière. Il est sorti le même jour que celui de Jean-Baptiste de Froment qui s'appelle Badroul Bouldour, pour une fois que j'arrive à bien le prononcer parce que vous n'avez pas choisi un titre facile, et qui lui est sorti aux Forges de Vulcain. Alors, avant de commencer, déjà on va rappeler à nos amis participants que vous pouvez poser des questions à Jean-Baptiste et à Xavier par l'intermédiaire de l'onglet Converser et Frédéric se fera un plaisir de venir vous les poser après notre entretien. Alors messieurs, je crois savoir que donc déjà vos romans sont sortis le même jour. Il y a des petites similitudes. Déjà, vous vous connaissez, c'est ça, hein? On se connaît, oui, oui, d'un mémorable salon du livre à Limoges. Voilà, on était dans le même stand et puis on faisait un concours de celui qui arrive à en vendre le plus. Ah, On échangeait des techniques Voilà. commerciales. Voilà, donc ça se passe bien. Ça aussi, les métiers d'écrivain. Ouais. Donc ça se passe bien, même si vous êtes sur deux maisons d'édition concurrentes, vous donnez des petits challenges, tout se passe bien, quoi. Je vois que... Oui, enfin, en fait, c'est même pas tellement concurrent parce il y a un lien un peu entre les maisons Anne Carrière et aux Forges de Vulcain. Donc. Alors Bon, Jean-Baptiste, vous, c'est votre deuxième roman. Ouais. Alors que pour Xavier, c'est votre cinquième et c'est votre deuxième roman chez Anne Carrière, hein. C'est ça aussi le point commun. Ah, C'est c'est bon. Quatrième. quatrième, On pardon. a Je vais trop vite, je ouais. vais trop vite. Donc, vous avez choisi de rendre hommage à des œuvres existantes. Alors, Xavier, c'est le cinéma et Jean-Baptiste, c'est la littérature. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Quel recours ça a été pour vous, la littérature? Vas-y Jean-Baptiste, ça me laisse le temps de Bah, oui, réfléchir. oui, parce qu'en plus, ça me concerne puisque c'est la littérature. Quel recours Ouais. En fait, moi j'aime pas trop l'idée au départ de faire un livre sur la littérature. Enfin, je trouve que un livre, c'est sur la vie. J'aime pas trop l'idée de la littérature qui se prend pour objet. Là, pour le coup, là, ce que j'ai choisi, c'est de m'intéresser aux Mille et une nuits. Et les Mille et une nuits, pour moi, c'est plus qu'un livre. C'est une sorte de monde. Et quand quand les Mille et une nuits sont apparus en Occident, parce que le livre parle aussi un peu de ça, bah, c'est toute une façon de voir, tout un univers qui s'est découvert euh, voilà, aux Occidentaux. Et donc, c'est l'histoire de cette découverte que j'ai voulu raconter. Et puis les Mille et une nuits, c'est quelque chose de tellement connu et de tellement fondateur que même les gens qui n'ont jamais lu le livre en ont déjà une petite préconception, quoi. Et donc, voilà, ça m'intéressait dès lors que le livre dont je parlais, le livre dans le livre, était quelque chose de presque universellement connu, vraiment une référence mondiale, quoi. Bon. Xavier, alors vous parlez de cinéma, mais vous, le recours à la littérature, ça représente quoi pour vous? Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Alors, là, j'ai eu une minute pour y réfléchir. Il y a peut-être l'instinct de toute puissance qui m'intéresse, moi. C'est que quand on écrit un livre, en fait, on maîtrise tout de A à Z. On est le roi du monde un petit peu. On choisit les décors, les personnages, l'histoire. Et j'avoue que c'est quelque chose d'assez grisant, en fait, de pouvoir tout contrôler. C'est aussi assez vertigineux, hein. Il y a un côté aussi très inquiétant et puis un peu flippant, si je puis dire. Mais c'est cette envie de toute puissance qui est, d'ailleurs, dans le livre, je suis un espèce le regard de Dieu. Il y a un côté... donc je me prenne pour Dieu, hein, mais dans l'idée de créer quelque chose à partir de rien. Encore que là, du coup, je me sers des oiseaux d'Hitchcock pour ce livre-là, mais il y a quand même créer un roman à partir de son esprit, voilà, de ses idées. Voilà, c'est quelque chose qui m'importe. Alors, je vais vous demander à tous les deux, en une minute, de me pitcher et de pitcher aux gens qui nous regardent votre roman. Et pendant cela, je vais vous montrer les couvertures de vos romans quand celui qui parlera sera concerné. Bon. Ne vous battez pas. Ouais. Je commence, Jean-Baptiste. Allez, Xavier. Allez, alors, dans les oiseaux. Dans les oiseaux. Ah, voilà, on voit la couverture. Donc, c'est un livre qui se Ouais. passe dans Paris aujourd'hui. Il y a des attaques d'oiseaux dans Paris
Voilà, comme des attaques d'oiseaux qu'il y avait dans le film, effectivement, le célèbre film d'Hitchcock, Les oiseaux. Le personnage principal, le narrateur, s'appelle Milan. Il est professeur à la FEMIS, spécialiste d'Hitchcock, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et il se trouve qu'il a perdu, que sa femme va mourir dans une attaque d'oiseaux dans Paris. De la même manière que l'institutrice dans le film, pour ceux qui se souviennent, dans le film Les oiseaux, qui est jouée par Suzanne Pléchette, actrice qui se trouve être une espèce de sosie de sa femme à lui dans la vraie vie. Et voilà. Et donc, il se dit à un moment, si les oiseaux ont réussi à pénétrer dans le monde réel, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas rentrer dans les oiseaux pour aller sauver ma femme, ou du moins le double de ma femme, qui est Suzanne Pléchette, l'actrice du film qui meurt dans le film, à peu près à la moitié du film, parce qu'il sait exactement à quel moment elle va mourir, et avec l'espoir de pouvoir voilà, ressusciter son épouse défunte. Voilà, c'est un peu le pitch de base et les grandes lignes. Donc c'est un aller-retour entre la réalité, le Paris d'aujourd'hui, et une immersion dans le film Les oiseaux d'Hitchcock. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. J'ai fait ce que j'ai C'est pu. bien, Hein. c'est Je suis bien. Non, non, désolé. c'est bien. Il ne faut pas trop raconter non plus, parce que si on rentre trop dans le détail, on va Non, tout non, non. dévoiler. Non, 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 c'est parfait. On va voir si Jean-Baptiste fait mieux que vous. Ah ouais, alors il y a aussi un peu un système de double, puisque en fait, c'est le destin parallèle de deux personnages. Un personnage qui vit à notre époque et qui se rend dans un club de vacances en Égypte et qui s'appelle pardon, Antoine Galland. Exactement comme j'ai un tout petit problème d'écran là, de caméra. Et donc, il s'appelle Antoine Galland et il est l'homonyme du premier traducteur des Mille et une nuits qui a vécu au XVIIe siècle et au tout début du XVIIIe siècle, qui est mort la même année que Louis XIV. Et en fait, c'est Antoine Galland de notre époque qui vit en 2021 justement, du fait de cette homonymie qu'il a découverte quand il était enfant, a décidé de s'intéresser aux Mille et une nuits et donc au premier Antoine Galland. Et il se trouve qu'un certain nombre de découvertes qui vont être faites sur l'Antoine Galland du début du XVIIIe siècle vont avoir une incidence sur sa vie d'aujourd'hui. Voilà, donc ce sont deux destins parallèles, mais qui vont se trouver liés dans la vie du héros d'aujourd'hui. Parfait pour ce pitch. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait des ponts entre vos deux romans. Justement, il y a cette notion de double un petit peu. Tous les deux, il y a une histoire d'amour dans les deux. Finalement, Et, oui. C'est peut-être le et, sujet des deux livres, d'ailleurs. et ouais, ouais, Finalement. ouais, ouais, Tout à Finalement. fait. On en revient toujours à là, hein, Bah, oui. l'amour. Donc, on sent quand même que vous êtes amusé. Surtout Jean-Baptiste, il s'est beaucoup amusé, je pense, à écrire. Est-ce qu'on peut parler de farce littéraire? Ah, ça serait très réducteur parce que c'est. Non, Oui, non, oui, oui, non, mais réducteur. il y a effectivement un côté farcesque, enfin, il y a un côté très, très résolument comique, mais qui n'empêche pas, pour moi, enfin, j'espère, d'aborder à la fois des questions existentielle. Et justement, au bout du compte, je pense que ce roman, c'est un roman d'amour. Et puis des questions aussi de société, des questions politiques, mais avec toujours effectivement sous l'angle comique, avec beaucoup de caricatures. Mais bon, la caricature ça, et le comique, ça permet alors d'abord de mettre en doute notre réalité et puis aussi de grossir les traits et de donner à voir. En fait, quand même, je pense que le rôle de l'écrivain, c'est aussi de faire voir des choses qu'on ne voit pas. Et le comique est un instrument, notamment parce qu'il grossit les traits, de se faire voir. Il y a quelque chose aussi de très intéressant, c'est vous parler d'écriture, puisqu'il est question de fiction et de réel chez les deux. Il y a l'histoire de la création, l'acte d'écrire, ceux qui sont partisans de créer de l'émotion et d'autres qui sont plus partisans de la technique. Est-ce que, selon vous, la fiction est plus terrifiante que la réalité? Alors, Ouais, c'est une question. Je pense que c'est une phrase dans mon livre, ça, il me semble, Oui, j'utilise un peu une phrase comme ça. ouais, Hein. ouais, ouais, c'est Voilà, voilà. c'est Ah, bien. c'est bien.
Hein. C'est bien, mais du coup, je n'ai pas la réponse. Parce que Tu as lu ton livre, donc. Oui, non, mais je l'ai lu, ouais, il me semble bien, à la page 29. Et la fiction est-elle plus terrifiante que la réalité? C'est ça la question. Ouais. Bah, peut-être pas, en fait. Je sais pas. Je sais pas, c'est bien comme réponse, finalement. Oui. Je vais l'utiliser souvent ce soir. Est-ce que Jean-Baptiste Jean-Baptiste, il réfléchit. a une réponse? Peut-être qu'il a une réponse, Jean-Baptiste. Bon, alors moi, mon livre, je ne crois pas qu'il soit très, très terrifiant. Après, bon, quand même, si on est honnête, bon, la fiction, on sait quand même que c'est de la fiction. Donc, comme ça ne se passe pas en vrai, c'est quand même plus rassurant. Mm. Et finalement, bon, enfin, si tu reprends les vieilles théories aristotéliciennes de la purgation des passions, etc., la fiction, c'est quelque chose qui permet effectivement de vivre des choses terribles, plus terribles qu'en réalité, mais qui permet de conjurer et donc de se prémunir presque du terrible dans le réel, quoi. Donc, je, ça veut dire que quand même, je pense que c'est moins terrifiant que la réalité, la fiction. Ça permet de C'est vrai que l'apprivoiser. c'est bien vu, effectivement. Du coup, la fiction est souvent plus terrifiante que le réel, mais vu que c'est de la fiction, effectivement, du coup, Bah voilà. voilà, on retombe sur nos pieds, et le réel, finalement, est quand même vachement plus terrifiant. Ouais, la fiction, c'est se faire peur, mais pas pour de vrai, quoi. Voilà. Alors, effectivement, hein, Jean-Baptiste, je rassure tout le monde, votre livre n'est pas terrifiant, mais vous évoquez quand même des sujets qui sont importants quand même, parce bon, il y a de la littérature, il y a de la politique, il y a les mœurs sociaux, un peu, parce que ça se passe dans un club de vacances en Égypte. Donc, il y a toute une étude sociale quand même dans votre livre, en filigrane, quelque part. Oui, 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 qui est d'ailleurs basé sur une expérience vraie. Il se trouve que je suis allé une fois dans un de ces clubs de vacances, donc Oui, on sinon, sent le j'aurais pas vécu, hein. pu exactement. Il y a quand même un vécu. Alors après, ce club, il joue un double rôle. Il joue quand même le rôle de porte d'entrée dans le mystérieux. Hein, donc, parce que c'est un club qui n'est pas tout à fait comme les autres, dont notamment les animateurs sont à la fois, j'ai vraiment un problème de caméra, les animateurs sont à la fois des géos, comme on peut les imaginer dans un club bien connu, avec leur côté grotesque et pas très élégant, et en même temps, ils ont une sorte de part d'ombre cachée, un peu plus inquiétante, et qui a peut-être un rapport avec la magie, avec l'Orient, etc. Et puis après, effectivement, et puis après, l'autre intérêt d'avoir un club, d'être dans un club, c'est qu'on crée un huis clos. Voilà, on crée un huis clos et ça crée de la tension, ça crée une unité de lieu et de temps, hein, parce que c'est le temps des vacances, donc enfin, ça a pas mal d'intérêt pour la construction narrative. Voilà. Et puis après, effectivement, il y a la dimension purement consumériste de ces clubs de vacances. Et effectivement, pour moi, c'était un peu l'image parfaite, chimiquement pure du matérialisme contemporain. Les mille et une nuits, représentant l'univers du mystère, de l'imagination et du refus du matérialisme plat. Donc effectivement, c'est un peu l'antimonde, enfin, une sorte de figure repoussoire aussi, qui permet d'installer ce pourquoi je milite à la fin, qui est l'imagination, la magie, le courage, une forme de désintéressement. Et voilà. Vous, Xavier, vous avez choisi le cinéma, vous avez choisi Hitchcock. Pourquoi Hitchcock? Est-ce que il aurait été possible que ce soit un autre film d'Hitchcock que vous choisissez pour avoir la trame de votre roman? Ou c'était vraiment celui-ci qui était le plus... En fait, ça aurait même pu être un autre réalisateur. En fait, il se trouve que j'ai eu l'idée en revoyant le film il y a peut-être 4-5 ans avec mes enfants à Étretat, là, donc dans l'ambiance un petit peu. Voilà. Et il se trouve qu'en fait, effectivement, quand j'ai vu le film et que j'ai vu ce personnage mourir à la moitié du film, j'avais pas envie qu'elle meure. J'étais embêté. Je me suis dit, tiens, je me dis, je tiens quelque chose là, et je me dis, pourquoi j'ai envie de sauver ce personnage. Alors, après, du coup, sauver ce personnage, je n'avais pas grand-chose. Hein. Donc, après, je me suis posé la question, pourquoi sauver ce personnage? Est-ce que finalement, ça serait intéressant que ce personnage soit une sorte de miroir, de double de quelqu'un qui existe dans le vrai monde?
et que dans le vrai monde, on a envie de sauver ce personnage pour sauver quelqu'un de réel. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est toujours, comme Jean-Baptiste, c'est un rôle, c'est aller dans la fiction pour revenir dans le réel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour montrer des choses du réel. C'est comme au début, les attaques d'oiseaux dans Paris. En fait, ça évoque beaucoup l'ambiance de 2015, des attentats du Bataclan et voilà, des terrasses de café, etc. Donc, j'ai vraiment, quand j'ai pensé à ce démarrage de roman, j'avais vraiment ça en tête. Les oiseaux attaquent de façon comme ça, surprenante, terrifiante, avec beaucoup de victimes, quelque chose vraiment, un climat anxiogène. Donc effectivement, il se trouve que j'ai eu l'idée en voyant ce film, donc ça aurait pas pu être, ça pouvait pas être un autre film parce que c'était tellement. Alors, après, moi, il y a des réalisateurs que j'aime plus, entre guillemets, j'aime beaucoup Hitchcock. Je suis pas du tout un spécialiste d'Hitchcock, hein. J'ai vu quelques films, une dizaine, sur ces 50 ou 60 qu'il a fait, c'est énorme. Avec des préférences pour Fenêtre sur cour, Les oiseaux, Psychose, La mort aux Vous les trousses. Voilà, citez quelque part. c'est un peu mes quatre, voilà, mes quatre préférés. Mais après, j'aime beaucoup en fait, tout ce qui est le cinéma qui dérange, entre guillemets, qui met mal à l'aise. Cronenberg, David Lynch, Polanski, De Palma. Voilà, c'est un peu dans lequel j'aime aller. Et je trouve que là, j'ai eu l'idée, les oiseaux, c'était les oiseaux. Et en fait, vraiment, j'ai rattaché pour le revoir. Pardon. Et du Ça coup, coupe un j'étais peu. vraiment dans cette ambiance. Et Ah bah. l'idée de base, c'était vraiment j'avais cette idée des oiseaux et moi, je m'entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. Voilà, Je pense qu'il y a c'est quelque chose revenu. Oui, de- la connexion instable, on m'a mis. ouais. Voilà. Et selon vous, quel est le point commun entre Antoine Galland et Milan? Est-ce qu'ils Bonne ont des... question. Il y a une histoire de double, de deux époques qui se répondent, on va dire. Et on sent que le destin de l'un, les deux destins sont liés, comme Milan, moi je dis plus Milan, Milan, oui, oui, parce que je Milan. pense à Milan Kundera. Mais effectivement, Ouais. Milan, ça marche bien aussi, parce que vu que c'est un nom d'oiseau, c'est un Hmm. peu voilà, ça marche aussi. Et en fait, il y a un lien effectivement de espèce de dédoublement. Milan devient un peu le personnage Mm. de Mitch Brenner dans Les Oiseaux, comme Monsieur Galland, cette espèce de dédoublement du Galland, du traducteur des Mille et une nuits. Voilà. Et il se Mais trouve je qu'en dirais fait. que Oui, vas-y. non, non, mais je pense qu'il y a en fait ces deux figures de foi en la fiction, puisque Milan voilà, va partir de l'autre côté du réel. Il pense qu'en rentrant dans un film, il peut sauver sa femme, voilà. Antoine Galland est quelqu'un qui oppose à la prose du monde la puissance de l'imagination, quoi. Et qui en même temps c'est en voyant son nom écrit sur un livre quand il était petit, parce qu'il voit cette couverture des Mille et une nuits avec en sous-titre traduction d'Antoine Galland. Et comme c'est son nom, il se sent destiné à rentrer dans la couverture, en tout cas voilà, à devenir lui-même cet Antoine Galland qui part à la découverte de l'Orient. Il y a une forme de parallèle entre les deux de ce point de vue. Je voudrais qu'on évoque quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans votre livre, Jean-Baptiste, c'est Top écrivain. C'est une Ah oui, émission excellent. qui croise The Voice ou Star Academy, mais chez les écrivains. D'ailleurs, ça serait une bonne idée. Est-ce que vous seriez prêts, justement, tous les deux, à participer à une émission pareille, si ça existait? Je pense que ça pourrait booster notre carrière. Hein. On est prêt Oui, à oui, moi, tout. On est prêt on à est tout. prêt à tout, hein, vous savez, pour vendre. Donc, oui, oui, c'était l'idée de top écrivain, c'est effectivement d'imaginer que, et je pense que ça risque d'arriver assez prochainement, qu'on est voilà, pour justement relancer l'intérêt pour la littérature, comme on a voulu relancer l'intérêt pour la cuisine en créant Top Chef, qu'on fasse de la littérature l'objet d'une compétition entre des jeunes candidats qui adoptent les critères de la performance sportive, du vocabulaire sportif et de toute la vulgarité qui va avec, et la volonté d'écraser les autres sur l'objet littéraire. Et donc, ça m'a beaucoup amusé d'imaginer cette scène-là.
et qui en même temps voilà, a un côté absurde parce que justement, pour moi, le monde de l'écriture, de la littérature, c'est exactement le contraire de ça. Donc, rentrer dans cette logique de compétition absurde avec le père qui essaye de galvaniser sa fille pour aller, tu vas tous les défoncer dans l'épreuve du sonnet. Alors, après, plus, ça m'a évidemment amusé d'imaginer qu'on donnait au candidat une épreuve imposée qui est celle du sonnet, qui est la forme la plus noble de la littérature française et même un peu occidentale, parce que ça vient de l'Italie. Et donc, voilà, d'imaginer que ce dans quoi Mallarmé excellait, en dehors évidemment de toute compétition et de tout public, puisque il y avait très très peu de lecteurs, d'imaginer qu'on en fasse une sorte de concours à la The Voice avait un côté assez jouissif, quoi. Après, je me suis posé la question, alors je suis allée très loin, hein. Je me suis dit, est-ce que le point commun aussi entre Antoine Galland et Milan, ce ne serait pas la marionnette? Parce que quelque part, est-ce que Antoine Galland ne serait pas une marionnette sur laquelle on tire les fils? Et à l'opposé, Milan, lui, la marionnette qui manipule son monde et qui veut aller tout changer. Oui, effectivement, lui, Milan, il est plus du côté du magicien, enfin du marionnettiste, comme vous dites. Parce que lui, il tire les ficelles et il maîtrise le scénario. Il connaît le scénario d'Hitchcock sur le bout des doigts, forcément. Voilà. Et en fait, il sait, chaque scène, il veut aller à un point précis, la mort de l'institutrice pour pouvoir la sauver. Je ne dévoile pas trop, parce qu'en fait, ça, c'est pas Non, non non. plus il y a des choses après, hein. Mais en fait, il sait effectivement que pour arriver d'aller à un point A à un point B, il doit passer par des étapes, l'étape du scénario du film. Il sait qu'à des moments, si les choses ne se passent pas comme il a prévu, il faut qu'il remette. C'est comme un train qui se met un peu à dérailler et il faut qu'il remette le train sur ses rails pour aller au point suivant. Parce qu'il sait que s'il ne va pas au point suivant, il ne risque pas d'aller là où il a envie d'aller, vers sa destination. Donc lui, effectivement, il est dans cette espèce de contrôle absolu de tout ce qui se passe, en fait. Et un peu comme l'écrivain qui est au-dessus de lui, qui lui encore, voilà, c'est une espèce de mise en abîme de l'écrivain qui contrôle Milan, qui lui contrôle le scénario du film, etc. Mais voilà. Contrôlera-t-il le scénario jusqu'au bout? Suspense. Là, Alors je que crois que le je suis pauvre bon pour Antoine. top écrivain. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors, Antoine, c'est effectivement exactement il est L'inverse. de l'autre côté, il est aux antipodes. C'est un personnage qui est un intellectuel un peu qui manque totalement de sens pratique et donc qui subit énormément les événements. Et donc ça, c'est un des ressorts comiques. C'est finalement la maladresse, c'est une façon en réalité de se faire commander par le monde, par la matière, parce qu'on n'arrive justement pas à habilement s'en emparer et la manipuler. Donc, on est manipulé. Et donc, en fait, effectivement, tout son parcours est subi et les femmes jouent un assez grand rôle puisque ce sont elles qui à chaque fois le commandent et le manipulent. Et effectivement, la figure qui serait l'équivalent de Milan dans mon roman, ça serait plutôt la femme d'Antoine Galland, dont on comprend qu'elle est une autre Scheherazade. Et donc, Scheherazade, c'est précisément celle qui tient le roi à sa merci en lui racontant des histoires, parce que c'est celle qui maîtrise le récit et qui arrive à maîtriser les autres par le récit qu'elle leur raconte, quoi. Donc, C'est pour ça que vous avez choisi ce titre-là, il s'est imposé tout de suite. oui, alors ce titre-là, Badroul Boudour, alors d'abord, je trouvais que autant quand je le prononce, ça fait un peu peur au départ, mais sur la couverture, cette espèce de Visuellement, gros ouais. pâté avec ces trois houes, ça marche assez bien, quoi, c'est assez impressionnant. Je l'ai choisi parce qu'effectivement, c'est le nom d'une femme, alors pas de Scheherazade, mais en fait, c'est le véritable prénom de la princesse dont Aladdin, dans Aladdin et la merveilleuse, tombe amoureux. Et donc, pour moi, c'était un peu un titre programme, enfin, ça donnait bien le ton du livre, parce que c'est un titre qui résonne
de façon un peu grotesque et très, très, très surprenante à des oreilles, disons, françaises ou occidentales, mais qui a une véritable signification en arabe qui est presque le contraire de ce qu'on pourrait projeter quand on quand on ne connaît pas la langue arabe, parce que Badroul Boudour, ça veut dire la pleine lune des pleines lunes, et donc ça désigne une sorte d'absolu de la beauté. Et donc c'est le nom de la princesse la plus exquise, la plus sublime qu'on puisse imaginer. Et lorsqu'on la prononce comme ça en français, il y a une sorte on a plutôt le sentiment d'une sorte de gros loukoum, quelque chose d'assez informe. Et donc, c'est ce décalage entre la perception immédiate de l'occidental et la véritable signification de ce nom qui m'a intéressé. Dans les oiseaux, c'était plus facile, Ouais. on va dire. Oui et non, parce qu'en fait, c'était compliqué justement, parce qu'en fait, à un moment, je me suis dit, comment je vais l'appeler ce livre, parce qu'il fallait qu'il y ait les oiseaux, un remake, un truc, j'ai un peu pataugé. Et en fait, le plus simple est souvent le meilleur titre. Donc, voilà, il rentre dans les oiseaux. Et en plus, du coup, il y a un côté un peu bizarre. Si on ne sait pas trop qu'on parle des oiseaux d'Hitchcock, on se dit dans les oiseaux, ça ne veut rien dire. Il y a un côté très, très mystérieux qui me plaît beaucoup, qui est un peu étrange, comme le titre de Jean-Baptiste, moi qui me plaît beaucoup en un seul mot, là, effectivement, Il claque la couverture. Il claque et puis il vous étrangle un peu le titre. Il a un côté comme ça, il vous encercle. Voilà. Il vous étouffe, ouais, c'est comme un. Et moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, en tout cas, il laisse pas indifférent, c'est sûr. Donc, le héros de Xavier veut rentrer dans le film des oiseaux pour changer le cours du scénario. Est-ce que vous, il y aurait un livre dans lequel vous aimeriez rentrer et changer l'histoire ou sauver un personnage? Vous, tous les deux Tous les deux, on va commencer par Ah. Xavier, puisque Oula, après, si Jean-Baptiste en a un aussi, ça va être intéressant. de rentrer dans un livre, c'est ça que vous me Ouais. dites? Ou dans un Ouais. film? Non, Non, dans un livre, dans Dans un un livre. livre pour changer le. Ouais. Est-ce qu'il y a un héros, quelque chose que vous voudriez changer dans un livre particulier qui vous a pas plu et que vous verriez autrement? Ah oui, oui. Ah non. Non, non, en fait, si le livre m'a pas plu, en fait, je ne vais pas avoir envie d'y toucher. Je le laisserai. Et puis si le livre m'a plu, il m'a plu tel qu'il est. En fait, non, j'ai pas trop. Il n'y a pas de J'aime personnage bien que pas vous comme ça. voudriez sauver? Non. Peut-être tuer, peut-être l'inverse. Non, ouais. Moi j'ai eu moi, j'aurais eu envie de sauver Julien Sorel, malgré tout, parce que j'ai vraiment été révolté comme lecteur, comme jeune lecteur, de cette fin absurde, enfin, et puis qui arrive presque à un moment du générique, enfin, où tout à coup, il y a ce geste de folie. Euh, et donc, ce coup de feu qui est tiré contre lui, là, il y a quelque chose de tellement non préparé et absurde que ça révolte, quoi. Après, évidemment, c'est aussi tout l'intérêt du livre, hein. Donc, enfin, c'est un des intérêts du livre d'avoir cette fin que d'ailleurs Stendhal avait avait emprunté à un fait divers de l'époque, je crois. Voilà, et de même, vraiment dans le même genre de période et de personnage, la mort de Lucien de Rubempré est quelque chose d'un peu révoltant. À la fin des Illusions perdues, il se suicide, mais en fait, Balzac lui-même a eu ce remords, puisque finalement, il décide de le ressusciter dans Splendeur et misère des courtisanes, hein. Donc c'est intéressant de voir qu'un auteur a lui-même eu une forme de remords et a repêché, c'est le cas de le dire, parce que je crois qu'il voulait se noyer, Lucien de Rubempré, il le repêche pour le remettre dans un livre suivant. Moi, je pensais, oui, il a trouvé Jean-Baptiste. Il sauve des gens. Oui, Moi, j'avoue que j'accompagne dans la mort. Moi, j'accompagne plutôt. Je suis plus dans l'accompagnement. Et j'avoue que je pense aux démons. Les soins palliatifs, quoi. Plutôt. Je pense à Harry, le héros du démon de Hubert Selby, qui est dans une espèce de spirale que j'aime beaucoup, moi. Et en fait, il devient attachant, ce personnage, malgré tous ses travers. C'est un personnage qui a l'obsession du sexe, on va dire, qui est pris, qui a une famille, etc. Et puis il est dans une espèce de perdition totale et il n'arrive pas à s'en sortir, comme souvent les personnages de Selby, Requiem for a Dream, c'est sur la drogue, etc. Mais en fait, je ne voyais pas d'autre fin. En fait, c'est bien qu'ils partent.
par Harry. Voilà. Et donc, voilà. Je n'ai pas envie de sauver des personnes, même si je le trouvais attachant, quoi, mais je n'ai pas envie de le sauver. Je trouvais que le roman est bien comme ça. Après, on reste dans la fiction. Alors, une question qui n'a rien à voir, mais qui est très intéressante. Comment êtes-vous venu à la littérature? Parce que je crois savoir que Jean-Baptiste de Froment, vous n'êtes pas, vous avez un métier à côté. Alors, auteur est un vrai métier, je le redis aussi. Et vous avez Ouais. une autre activité. Est-ce que vous avez toujours, tous les deux, est-ce que vous avez toujours su que vous alliez écrire des livres? Est-ce que ça vient de l'enfance? Ça vient d'où ce désir d'écrire? Alors moi, j'ai commencé, si je me permets que je commence, j'ai commencé par écrire des chansons quand j'avais 17-18 ans dans un groupe un peu pop rock, on va dire. Et après, je me suis un peu essayé à la nouvelle. Moi, quand j'avais 17 ans, je lisais beaucoup de Philippe Dian, des choses comme ça, Jean-Paul Dubois, qui m'ont eux-mêmes amené vers John Fante, Brotigan, Raymond Carver, enfin toute la littérature américaine, et qui m'ont donné envie d'écrire en fait à 17-18 ans. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire une nouvelle un peu dans l'esprit, voilà, dans cet esprit américain. Et j'ai envoyé la nouvelle à une revue dans le sud de la France, sud-ouest, là, le mec m'a répondu gentiment, je ne sais plus son nom. Il m'a dit, je ne fais avec vous ce que je ne fais jamais parce que je vous crois de talent. Il m'a barré il me dit, je vous ai corrigé, il avait barré les trois quarts du texte. Il dit, parce que l'écriture, c'est 80% de travail, 20% de talent et 80% de travail. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'est resté, qui m'a vachement servi, en fait. Et je comprends avec le recul tout ce qu'il a barré. Et il ne l'a pas publié à la nouvelle. Hein. Il ne l'a pas publié, mais moi, ça m'a servi. Et du coup, après, j'ai pu enquiller sur un roman qui n'a jamais été publié non plus et qui m'a permis d'apprendre un peu les rouages de l'écriture, enfin, qui m'a permis de trouver ma voie au sens. Parce que quand on a beaucoup d'influence au démarrage, c'est compliqué de trouver sa voie à soi, en fait. Comment on écrit au début un peu à la manière d'eux quand on a 10, 18, 20 ans. Et après, c'est très compliqué, je pense, de trouver vraiment son univers, si je puis dire. Et puis la façon de reconstruire une phrase, il y a mille façons de l'écrire. Alors pourquoi l'écrire de telle façon et pas d'une autre? Oui. Voilà, c'est toujours c'est abyssal. Je laisse Jean-Baptiste descendre dans cet abysse à son tour. Ouais, non, mais moi j'ai toujours voulu écrire et j'ai commencé très tôt, mais par intermittence. Mais déjà quand j'étais à l'école primaire, j'avais fait un petit roman, j'avais fait une bande dessinée, ensuite au collège, pareil et tout ça. Et donc il y a eu vraiment, j'ai eu de multiples tentatives à plusieurs périodes de ma vie qui à chaque fois se sont, enfin bon, je veux pas dire que c'était à l'école primaire que se soldait par un échec. Non, j'étais content de ce que j'avais fait. Euh, et puis au collège et au lycée, pareil. Mais alors après, ça a été plus difficile quand j'avais écrit des nouvelles qui avaient été publiées dans la revue de mon école quand j'avais 20 ans. J'étais assez content de ça, mais c'était un peu expérimental. Et puis j'avais fini par les envoyer à un éditeur un peu connu qui finalement avait trouvé ça pas mal. Enfin, il m'avait reçu, mais sans me. Voilà. Donc, puis ensuite, bon, au départ, j'étais prof de philo, donc je me destinais quand même à une carrière purement intellectuelle dans laquelle l'écriture aurait forcément une place importante, enfin, écriture soit de fiction, soit voilà, plus de philo. Bon. Et puis après, effectivement, j'ai une bifurcation professionnelle qui a été assez chronophage et qui a retardé le moment de ma nouvelle tentative. Mais en même temps, cette nouvelle tentative a été la bonne. Enfin, en tout cas, ça m'a permis de publier mon premier livre. Et je pense que quand même, le fait d'avoir quitté le monde purement intellectuel pour être confronté à des réalités que je ne connaissais pas, ça m'a apporté un peu de vécu qui m'a aidé, quoi. Voilà, qui m'a donné quelque chose à dire, peut-être. Et puis Alors qu'avant, ton expérience au club, surtout. Et puis après, rebelote, après, je suis fort de cette première expérience, je me suis précipité dans un club de vacances et ça a donné le deuxième roman, quoi. Voilà. Donc, En tout cas, on est ravis hein, qu'il y ait eu un deuxième roman. Frédéric est de retour, je pense qu'il y a des questions. Ah oui, alors merci donc à Xavier qui nous fait un pont même magnifique parce que justement la première question elle vient de Claude et il veut savoir si vous vouliez rendre compte du côté factice de ces clubs de vacances. Que ces clubs de vacances dégagent, pour être clair.
Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. C'était tout à fait c'était un des propos. Euh, alors après, factice, c'est pas forcément que un défaut. Enfin, je veux dire, en tout cas, ces clubs-là, oui, j'ai voulu en faire une critique tout à fait au vitriol. Mais après, le fait qu'il y ait un peu du factice ou de l'imaginaire ne me gêne pas, quoi. Il y a, moi, dans mon univers romanesque, il y a un côté un tout petit peu, je dirais, j'espère pas fabriqué, mais un peu stylisé. Moi, les personnages, je les imagine quelquefois comme des personnages qui sortent d'une BD d'Hergé. Donc, on n'est pas dans un régime de réalité très documentaire, quoi. Pardon, je bifurque sur un autre truc. Non, non, c'est très bien parce que vous les voyez, les personnages. Je pose la question à tous les deux. Physiquement, vous les voyez? Moi, Est-ce que vous personnellement, voyez les scènes? moi, je visualise tout en fait de A à Z. Je vois une question qui est passée là. Euh, quelqu'un qui, effectivement, moi, c'est très cinématographique dans ma tête. Je vois des scènes D'ailleurs, mes chapitres sont souvent assez courts et il y a souvent un démarrage, une fin. Tout est assez bordé et comme une scène de cinéma. Moi, je suis très sensible au cinéma et je visualise tout. Effectivement, c'est d'abord une vision, voilà, avant d'être de l'écriture, en fait, où les deux se font en même temps. Mais en tout cas, je visualise effectivement ce qui se passe. Et du coup, quand on ne l'a pas vécu, on peut se permettre de dire le personnage est là. Je vois le personnage assis, s'il est assis, à côté sur la plage, ou je ne sais où, là. Voilà. Et en fait, ça permet de sentir les choses, voilà, de pouvoir les décrire de façon assez réaliste ou pas, mais enfin, on a le choix en tout cas. Et vous, Jean-Baptiste, vous les voyez, les personnages? Alors, moi je pense on est tous, et moi aussi, je suis quand même influencé par, à la fois par le cinéma et puis parce que, donc, oui, il y a un côté très visuel, mais en revanche, je ne vois pas les personnages, je ne vois pas leur visage. Donc ça, et comme lecteur, je ne vois pas non plus. On peut me décrire assez précisément le personnage, mais je sais que toute incarnation euh, euh, physique, si on me donnait l'image, la photographie, pour moi, ça ne correspondrait jamais à l'image du personnage dans mon imagination, qui est quand même quelque chose d'un tout petit peu flou et flottant. Donc pour moi, il y a le monde littéraire, les images que provoque un texte ne sont pas de la même nature que les images de la Que provoque réalité. l'écriture. Oui, Ouais, je voilà. partage votre Ouais, sentiment, donc ouais. je comprends bien ce que vous dites. Je ne vois pas non plus Et les donc, personnages. je vois les scènes, je vois des choses, je vois des lumières, je vois il y a des flashs, mais par contre, les Ouais. visages des personnages, je les ai pratiquement jamais. Bon. Alors, Xavier, il y a Stéphane Zweig qui est là parmi nous, J'aime beaucoup qui voudrait Stéphane savoir. Zweig. Ouais, J'aime ouais, beaucoup, ouais. oui, j'aime beaucoup Ouais, ce pseudo. Ça Quel film fait du vous bien qu'il ait auriez. été ressuscité. Oui, en plus, il a dit que Ouais. ces livres qui sont présentés de façon si brillante, il a tous envie de les lire. Donc, quel film aurait réalisé Xavier ou quel film vous réaliseriez si vous le pouviez? Est-ce que ça serait un de vos livres ou est-ce que ça serait carrément une autre écriture, directement en je me suis scénario? jamais. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'ailleurs de réaliser un film, mais je pense que l'écriture serait pas très différente de ce que je fais parce que je fais des. Voilà, je pense que ça serait assez facile de mettre au cinéma mes romans, notamment les deux derniers. Alors les films moi, en fait, j'ai des acteurs qui me plaisent. Donc je parlais effectivement de Polanski, voilà, ça peut être Chinatown, The Ghostwriter, des choses comme ça, ou Brian De Palma avec voilà, Ah, vous ne choisissez pas n'importe lesquels, hein? Pulsion, Phantom of the Paradise. Brian, si tu Brian, si nous tu nous écoutes, entends, dans les oiseaux, voilà, ça peut voilà. être pas mal. Hein. Notre ami Stanley Good Kubrick Freak. qui est derrière moi, là, qui était qui est un peu aussi mon maître entre Il est moins Lolita et disponible. Shining. Il est moins disponible. Il est moins disponible parce en plus il est long à faire des films, il est très très long. Il est un peu laborieux, Stanley. On le trouve un peu laborieux.
Alors, à partir de... Moi, je vais poser la question qui fâche, hein, parce que j'adore. Allez, Mais non, mais j'ai entendu tout à l'heure que vous faisiez des concours de marketing ou des concours de savoir vendre son propre livre, ce qui est très, très, très difficile, surtout sur un salon. À partir de combien d'exemplaires vous considérez que c'est ce que vous vouliez? 300 000 400 000. Il y a Pardon. un grand blanc là. Hein, à peu près. Xavier, à peu près dans ces Xavier ordres. nous a abandonnés carrément. Xavier, c'est plutôt Non, je suis là. 450. Il est plus Ouais. gourmand. Moi, je suis 450 000. Hein. Oui. Oui, 450 000, bien Ouais, sûr. Oui, oui. Non, non, mais on n'a pas trop, ouais. En dessous du million, il y a un petit côté ridicule. Ah, Un petit je trouve côté. quand même. Ah, ok. Voilà. Alors, vous savez, en atelier d'écriture, moi, je dis souvent à mes participants, vous pouvez vous raconter des histoires, mais vous ne pouvez pas vous raconter des histoires. Si vous rêvez de publier et de vendre beaucoup d'exemplaires, assumez-le et dites-le. Ouais, non, mais quand même, moi, il y a un truc, enfin, un conseil quand même qu'on peut peut-être donner, que j'avais entendu d'un écrivain une fois à la radio, je ne sais plus qui, c'est que quand même, il y a tellement peu de chances qu'un livre, même bon, enfin, peu importe, rencontre un succès énorme, que si c'est ça l'objectif quand on écrit, il vaut mieux renoncer à écrire, quoi. Si on n'a On est pas d'accord. on n'a Sûr. pas un plaisir à écrire, à justement ce plaisir démiurgique dont parlait Xavier, cette joie voilà, de construire à partir de rien son propre monde, ses personnages, et puis le plaisir de la langue et voilà, de construire ça. Si cette activité-là, même si parfois il y a de la souffrance, on en a marre, enfin, voilà, il faut se forcer aussi, mais si ce n'est pas un plaisir, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Oui, Parce que, c'était un peu le but de la provocation, de parce voir que revenir à si ça. c'est juste pour vendre 500 000, Oui, c'est un peu triste, on va C'est dire. vrai qu'avec Jean-Baptiste, avec Jean-Baptiste au Salon de Limoges, on était plus dans l'art de ne pas savoir vendre des livres, en fait. Ah C'est oui, plus ça. je On était, comprends. on était sauf que tous les deux très mauvais, et moi le premier, j'ai envie de dire. J'étais meilleur que toi là-dessus, je pense. Mais voilà, sur après, le mauvais. sur le mauvais, on n'était pas très bon comparé notamment à des gens qui étaient bien meilleurs autour de nous. Ah non, mais il y a des gens qui se transforment un peu en vendeurs de serpillères ou je sais pas quoi, Oui, donc, comme dans les Pour salons, l'article. salon de qui Paris. interpellent. C'est très étonnant. On ne vous voit plus, Jean-Baptiste. Ah oui, Ah, oui, voilà. là, c'est bon. Et Il alors, autocensure. je vais vous poser la question que m'ont posé des étudiants un jour, que j'ai trouvée absolument fabuleuse. Il y a des questions qu'on a auprès des lycéens et qu'on n'a pas du tout en librairie. Qu'est-ce que ça fait d'écrire? Qu'est-ce que ça vous fait? Alors, moi, c'est un mélange de douleur, de souffrance et de plaisir. En fait, c'est un peu bizarre, mais moi, je suis très laborieux quand j'écris. Donc, je peux écrire en gros 10 lignes en 2 heures, on va dire. C'est à peu près ma moyenne. Je suis très, 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 très laborieux parce que j'ai un peu dans l'idée. Après, je retravaille pas énormément. Enfin, je retravaille, mais pas énormément parce que j'ai l'ambition, entre guillemets, enfin, c'est pas l'ambition, c'est la nécessité de construire un livre. C'est comme une maison, c'est-à-dire que si le démarrage, si les briques sont pas bien empilées au démarrage, moi, je peux pas, en fait, je dors pas. Donc, j'ai besoin que je reprends et que le démarrage soit très bien, enfin, à mon sens, j'entends, bien, que tout soit bien empilé pour pouvoir continuer. Sauf que donc, effectivement, ce côté laborieux devient parfois très, très douloureux parce que des fois, on n'y arrive pas. Des fois, on va rester 3 semaines sur 10 lignes. Et puis, quand on n'écrit pas, on va penser à ce qu'on doit écrire. Et des fois, on est bloqué, etc. Donc ça prend beaucoup l'esprit est accaparé tout le temps quand on est dans un livre. Enfin, en tout cas, moi, j'y pense tout le temps en arrière-plan. C'est comme dans l'informatique, il y a toujours un programme qui tourne derrière. Vous voyez, comme sur les iPhones, il y a des trucs, on ne pense pas à fermer les autres fenêtres, mais en fait, il y a toujours une fenêtre qui tourne derrière. Donc, ça peut être un peu fatigant quand même. Mais après, il y a un plaisir qui est immense, comme je disais, de construire un univers de A à Z. Et c'est même, voilà, je disais, c'est vertigineux. Pour moi, et après, quand j'ai fini un livre, j'ai toujours l'impression que je ne pourrais pas en faire un. Enfin, et quand je recommence à écrire, j'ai toujours l'impression que je ne saurais pas le faire parce que c'est trop gros pour moi. Voilà, ça me semble voilà.
Je laisse Jean-Baptiste parler de sa souffrance. Non, mais moi, ça me fait. Moi, ce que je recherche, et donc ce que ça me fait quand c'est réussi, c'est un plaisir. Et le plaisir que j'éprouve, c'est le plaisir d'une phrase euh, bien faite, c'est-à-dire qui arrive à exprimer ma pensée. Voilà. Enfin, ma pensée, c'est au sens général du mot pensée. Donc, voilà, on est en fait dans la vie ordinaire, on est dans une sorte de bouillie mentale, un peu de confusion, et donc d'arriver à exprimer très, très exactement ce que l'on voit, ce que l'on pense. Enfin, voilà, c'est un plaisir de mettre fin à une forme de confusion, enfin, le plaisir de la clarification, d'une certaine façon. Bon, enfin, en tout cas, c'est le plaisir phrase par phrase ou paragraphe par paragraphe. Et puis après, il y a le plaisir plus architectural quand la maison commence à prendre forme et où là, où il y a l'idée qu'il y a un monde qui se construit avec toutes ces phrases. Il y a une question qui arrive là. Est-ce que vous pourriez, et l'un et l'autre, répondre à une commande de type respecter un sujet, des personnages qui ne viennent pas de votre imagination? Ça peut Oui, être moi, Vas-y, vas-y. Non, mais l'exercice imposé, oui, le travail de commande, ça me gêne pas. Voilà, d'avoir un certain nombre de contraintes, je trouverais ça plutôt amusant. Alors après, effectivement, j'en ferai des choses tout à fait inattendues. Enfin, c'est ça qui Ah, oui. m'intéresserait. De toute façon, c'est la Voilà. façon dont on retrouve sa liberté qui fait qu'on s'échappe. Mais se David? donner une règle, Oui. qu'on m'impose, moi, l'écriture, c'est aussi qu'il faut s'imposer des règles. Alors le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui m'impose la règle, ça ne change pas grand-chose finalement. Pourquoi pas? Moi aussi, pourquoi pas. En fait, j'ai déjà fait une fois, écrit une nouvelle à partir d'une photo, par exemple. C'était une contrainte intéressante. Enfin, c'est assez rigolo. Parce qu'on est quand même. C'était une photo, voilà. C'était un peu étrange, mais et du coup, mais moi, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Ça peut, en fait, effectivement, pour déborder du cadre, c'est comme un peu Jean-Baptiste, c'est-à-dire pour sortir de ce qu'on pourrait attendre et puis m'amuser à aller sur le bas-côté, quoi, sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi. C'est ça qui m'intéresserait. Mm. Ah, alors, une dernière question de Claude. Claude est une fidèle, c'est une femme, hein. Pensez-vous que le perfectionnisme doit animer un bon écrivain? Oui. Voilà. Ouais, Ils oui, sont d'accord. Ah non, non, mais moi, parce que je disais tout à l'heure, avec mes 10 phrases en 2 heures, je peux forcément. Moi, j'essaie d'être perfectionniste au sens où, voilà, après, moi, j'ai l'ambition, enfin, j'ai la nécessité d'être perfectionniste. Après, que le résultat soit à la Oui. hauteur ou pas, en tout cas, moi, dans l'écriture, j'ai cette ambition-là et cette nécessité-là que chaque phrase, comme disait Jean-Baptiste, tant que la phrase, je ne la sens pas ou qu'elle ne corresponde pas exactement à ce que je veux dire, ou qu'au niveau de la musicalité, il y a quelque chose qui me dérange, ou il y a un mot en trop, ou je ne sais quoi. Enfin, il y a des fois, ou que ça colle pas avec ce qu'il y a avant. Enfin, c'est compliqué. Et je la referai jusqu'à temps qu'elle me. C'est pour ça que des fois, c'est douloureux, parce qu'on passe du temps et du temps à refaire un passage. Il y a des passages qui sont terribles. On a l'idée en tête et on n'y arrive pas. Et puis, du coup, quand on y arrive, donc, effectivement, je pense que c'est important. On revient à la question du travail dont je parlais tout à l'heure. Il y a un peu de talent, mais il y a quand même beaucoup de travail, en fait. Alors, on va être pris par le temps parce qu'on a un temps limité pour pouvoir ensuite mettre toutes nos rencontres sur Instagram. Donc, je vais arrêter avec les questions. En tout cas, ça serait presque la réponse entre la différence entre écrire et publier, tout ce que vous avez dit, évidemment. Je vous remercie et je vais repasser la parole à Nathalie. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, c'était passionnant.
Alors Merci, moi, je vais merci à vous. Merci beaucoup, hein, merci. Merci pour moi, je vais l'invitation. juste vous Ouais. dire que je ne les avais jamais lus. J'ai découvert deux auteurs, donc je suis ravie. J'ai passé de très bons moments et j'engage nos amis lecteurs à aller en librairie acheter Dans les oiseaux de Xavier Lapeyroux, qui est sorti aux éditions Anne Carrière, et Badroul Boudour, qui est sorti aux éditions Aux Forges de Vulcain de Jean-Baptiste de Froment. Donc, je vous souhaite une belle soirée, messieurs. Nous, on se retrouvera le lundi 4 octobre. On recevra Anne à Londiga pour Minuit avec Iggy chez Édition Nombre 7. Un grand merci, messieurs, d'avoir été ce soir avec nous, d'avoir parlé fiction, réel, écriture, voilà, tout ça. Donc, lisez-les parce que vraiment, vous allez passer de très bons moments avec ces deux romans. Bonne soirée, Frédéric, à lundi et Bonne messieurs, soirée. encore un grand merci.